On va aborder un autre sujet, celui d'une personne qui va dire « mais je suis tout le temps malade, j'attrape à peu près tout ce qui passe comme maladie, ou je suis régulièrement et fréquemment malade » et de voir comment est-ce qu'on peut prévenir la maladie, mais aussi guérir avec et à l'aide de la méthode Hodge à l'envers de l'ego. Beaucoup de personnes se plaignent en disant d'attraper tout ce qui passe, toutes les maladies, tous les rhumes, tous les grippes qui passent, les gastro-entérites qui sont dans l'air. Bien, ils vont dire, moi, chaque fois, je tombe malade, chaque fois, j'attrape les virus ou les bactéries qui circulent. Certains vont souffrir de maladies de façon récurrente qui vont devenir petit à petit chroniques. Alors, comment est-ce qu'on peut voir et faire afin de remédier à cela? Par exemple, une personne va souffrir d'une sinusite aiguë et elle va aller voir son médecin. Le médecin va lui donner des anti-inflammatoires, elle va prendre ses anti-inflammatoires, ça va aller mieux. Puis quelques semaines après, elle va avoir à nouveau une sinusite. Et là, la médecine est très forte pour dire, oui, mais c'est quelque chose qui devient récidivant. Et puis au bout de la troisième, quatrième fois, on va dire, monsieur ou madame, vous souffrez d'une sinusite chronique. Et du coup, on va vous donner régulièrement des antibiotiques afin de pouvoir vivre avec cette sinusite chronique. Il y a là quelque chose d'important à souligner, c'est comment est-ce qu'on peut aborder la maladie. Il y a deux façons d'aborder la maladie. La maladie est soit une fatalité qui nous tombe dessus, on a un virus, une bactérie, ou éventuellement une cellule anormale qui sont là, avec lesquelles normalement, quand on est en bonne santé, on vit en parfaite harmonie, parce que nos défenses immunitaires sont là pour nous protéger, comme on l'a vu au chapitre précédent, mais par moments, ce système se dérègle et la médecine dite traditionnelle va faire quoi? Eh bien, on va dire, écoutez monsieur, voilà, vous souffrez d'une bactérie qui vous a donné telle et telle maladie, on va lutter contre la maladie en question, contre les symptômes, et on va vous donner donc des médicaments pour que vous puissiez guérir. C'est intéressant de savoir que dans cette approche-là, la maladie est, comme je l'ai dit, une fatalité qui nous tombe dessus, on n'a pas de chance, et qu'est-ce qu'on fait? On se bat contre les symptômes avec, du reste, si vous regardez le nom des médicaments, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des antidiarrhéiques. Bref, on se bat, la médecine va se battre contre le symptôme en espérant faire disparaître le symptôme et ainsi que la personne puisse guérir et que surtout la maladie ne réapparaisse pas. Cette approche, qui est l'approche classique de la médecine, apporte quoi finalement? Elle apporte le message qu'on est totalement non responsable du fait de tomber malade, qu'on va voir un sorcier blanc qui s'appelle un médecin, qui a une blouse blanche, qui nous fait une ordonnance et qui va nous donner du même coup le médicament qui va nous aider à guérir. Cette approche, elle est excessivement déresponsabilisante par rapport au patient qui, lui, ne sait pas pourquoi il tombe malade, à qui on va donner ces fameux médicaments pour lutter contre, et il va ressortir de la consultation en se disant j'espère que le médicament va marcher, d'une part, deuxièmement que j'aurai de la chance de pouvoir guérir. Et il n'aura absolument pas intégré quoi que ce soit d'autre que j'ai pas de chance. Et évidemment, cela va augmenter son stress en se disant pourvu que ça ne m'arrive pas à nouveau et tout. Si ça arrive à nouveau, elle va revoir le médecin qui va lui refaire une ordonnance, lui redonner un autre médicament ou le même médicament en lui disant que cette fois-ci, ça devrait partir. Et le cercle continue comme cela
avec des personnes qui sont totalement victimes du virus, victimes de la bactérie ou victimes de la cellule anormale. C'est l'état dans lequel aujourd'hui encore est la médecine, avec ce concept de maladie, fatalité. Évidemment que vous avez bien compris qu'il y avait peut-être une autre façon de traiter la maladie, c'est déjà de considérer que la maladie n'est peut-être pas une fatalité, mais en fait quelque chose qui vient nous dire quelque chose, notre corps, qui est notre meilleur ami, au travers de cette maladie, essaye de nous indiquer quelque chose, et que si l'on va aux causes de la maladie, eh bien, on va pouvoir traiter non seulement les symptômes, mais aussi faire en sorte que cette maladie ne devienne pas récidivante ni chronique. C'est le concept de la maladie espoir, de la maladie amie quelque part. Alors on dirait, mais comment se fait-il qu'une maladie peut être une amie? Eh bien, si on part du principe que justement une maladie n'arrive pas par hasard, mais qu'elle vient nous montrer qu'on est en train de faire quelque chose de faux dans sa vie, privée, affective, sociale, eh bien, on a quelque chose d'important. Ce message, si on le comprend et si on y remédie, eh bien, on va pouvoir en effet vivre bien mieux, arrêter de tomber malade constamment et tout. Donc c'est ce concept-là, bien entendu, que l'on utilise dans la méthodologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de la médecine pure du tout, parce qu'autrement, ni vous, ni les personnes qui nous regardaient, ça leur apporterait pas grand-chose, mais qu'on peut parfaitement, si l'on comprend ce que la maladie vient nous dire, finalement guérir sans souvent utiliser les fameux médicaments. Nous ne prenons pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin ni vous traiter. Il peut y avoir des cas d'urgence en disant « Ok, j'utilise des médicaments, mais par contre, j'essaye d'aller remonter aux causes qui sont responsables du fait que je suis tombé malade. » Rechercher les causes, c'est veut dire aller en amont de ce qui s'est passé. Savoir ce qui s'est passé avant que l'on tombe malade. Est-ce qu'on a vécu des choses difficiles? Est-ce qu'il y a des événements particuliers dans notre vie qui ont fait que finalement on s'est retrouvé tendu? Et comme on l'a déjà vu, quand on est tendu, on sait que si cette tension perdure, si elle ne disparaît pas avec des moments de pause, bien on sait à ce moment-là que nos défenses immunitaires vont diminuer et qu'on a toutes les chances de tomber, d'abord d'être fatigué, de mal dormir, de se réveiller fatigué le matin, de traîner cette fatigue pendant toute la journée, d'être plus irritable, d'être plus vulnérable. Finalement, au bout d'un moment, de voir nos défenses immunitaires diminuer et évidemment de tomber malade. C'est en essayant de rechercher cette cause qu'on va pouvoir avoir du succès dans non seulement le traitement des symptômes, mais aussi, comme j'ai déjà dit, et c'est important, et je le souligne, de prévenir finalement le fait de tomber malade. Donc l'approche Hodge, évidemment, s'occupe de cela. L'approche Hodge, ça veut dire d'aller retrouver ses causes, traiter les causes, y remédier, et voir finalement les symptômes disparaître. Ça me paraît être quelque chose d'important, parce que ça nous permet d'une part d'éviter de prendre trop de médicaments, deuxièmement, bien de pouvoir finalement prendre sa santé en main. Dans cette approche, c'est vrai, on est en train de souligner que finalement nous sommes, chacun d'entre nous est responsable de ce dont il souffre et a les capacités de pouvoir remédier par lui-même sans forcément l'aide de médicaments ou même de médecins, pour pouvoir vivre mieux et retrouver sa santé, mais aussi éviter que tout cela devienne chronique. Prenons l'exemple de Josette, qui souffre de sinusite chronique, on revient à cette sinusite, depuis une dizaine d'années. En réalité, elle a 4, voire 6 sinusites dans l'année,
Elle m'explique que ces sinusites sont souvent plutôt à la période du printemps, donc vers le mois d'avril, mai, juin, qu'elle en a parfois en plein été, et que, à part cela, elle est en bonne santé et tout va bien. Elle est âgée de 45 ans, elle est célibataire et elle travaille dans une fiduciaire depuis 15 ans avec une équipe qui est parfaitement soudée, un patron exigeant mais qui est bienveillant et donc a priori pas de problème, elle n'a pas non plus de problème dans sa vie affective, même si elle se sent un peu seule puisqu'elle n'a pas de relation depuis un long moment. Pas de maladie autre, pas de problème au niveau de ses parents, dans sa vie sociale, elle a des amis, tout se passe bien et il n'y a pas de problème majeur. Elle fait du sport, elle mange correctement, elle n'a pas de dépendance à l'alcool ou autre chose. Donc il n'y a que ces sinusites qui reviennent depuis une dizaine d'années et chaque fois, ces sinusites sont traités avec des antibiotiques. Elle commence à en avoir assez et finalement elle me consulte parce qu'en se disant j'aimerais comprendre ce que ces sinusites viennent me dire ou essayer peut-être de me traiter différemment que je le fais depuis 10 ans. Donc on a bien compris que si on veut l'accompagner, c'est essayer de trouver les causes qui font que ses défenses immunitaires diminuent et du même coup qu'elle attrape ces sinusites et qui sont devenues chroniques aux yeux de son otorino-laryngologue. Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est déjà en lui posant des questions. Ça a commencé depuis 10 ans. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui s'est passé? Elle me dit non. Il y a 10 ans, c'est vrai que j'ai monté en grade dans cette fiduciaire. Mais quelque part, il n'y a pas eu d'événement spécifique, ni un décès dans mon entourage, ni quelque chose d'important. Il y a 10 ans, je ne vois pas, franchement, je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous êtes stressé à votre travail? Elle me dit oui, c'est un travail qui est stressant parce qu'on a des périodes, des pics où on doit vraiment énormément travailler parce qu'on doit rendre pour les impôts de nos clients. On doit rendre les comptes et cette comptabilité. Je lui dis, mais quand est-ce que ça se passe? Elle me dit, l'année fiscale se termine à fin juin et donc il y a une grosse période de stress. Il y en a deux, mais principalement entre avril, mai, juin et puis fin de l'année au niveau de septembre, octobre et tout. Il dit, ok, est-ce que ce stress est particulier donc au niveau du travail à ce moment-là? Qu'est-ce que vous appelez stressant? Qu'est-ce que vous appelez stress? Il me dit, on doit rendre ces dossiers, on est mis sous pression par notre patron qui exige absolument de nous un travail plus fort, plus intense, avec des heures souvent de travail plus longues. Et on sent que l'ambiance à soi au bureau est beaucoup plus tendue. Je lui dis, mais ok, très bien, qu'est-ce que vous ressentez du fait d'être mis sous stress? Il dit, écoutez, c'est tout à fait normal, dans mon travail, c'est normal, on sait qu'on a ces périodes plus intenses et c'est absolument nécessaire de fournir ce travail pour pouvoir que nos clients continuent et restent avec nous. Je lui dis, d'accord, ça c'est ce que vous me dites, mais parlez-moi de votre ressenti. Est-ce qu'il y a une émotion derrière? Est-ce que vous avez une joie, une tristesse, une colère? Vous imaginez que ça a été un entretien un peu long, mais pour arriver finalement à ce que Josette me dise, oui, moi, franchement, pendant ces 3 mois de avril, mai, juin, je suis tendu, je suis énervé, je suis contrarié parce que je dois faire des heures supplémentaires. Du même coup, ma vie privée en dépend. Enfin, on a des problèmes avec certains amis parce que je ne peux pas les voir, parce que je suis crevé à la fin de la journée et tout. Il dit, ok, donc cette fatigue, mais en amont, il y a quoi? Il y a cet énervement.
Il me dit oui, d'autant plus que mon patron, pendant cette période-là, devient excessivement exigeant, cassant, parfois les mots dépassent un peu sa pensée, il s'en excuse du reste après, mais vraiment, franchement, une mauvaise ambiance. Je lui dis, ok, qu'est-ce que vous ressentez? Une contrariété importante, une colère. Je lui dis, qu'est-ce que vous en faites de cette colère? Est-ce que vous l'exprimez, vous, pour vous faire à vous du bien? Et là, elle me dit, bah non, j'en fais rien du tout, je garde tout ça au fond de moi, et les journées avancent jusqu'à enfin la période de libération qui est fin juin. Je lui dis, mais pendant ce temps-là, vous tombez malade, vous avez ces sinusites qui apparaissent. Il me dit, oui, mais je ne vois pas tellement le lien entre les sinusites qui sont dues à un microbe, c'est ce que mon ORL m'a toujours dit, et puis cette colère ou cette contrariété importante que j'ai à mon bureau. Là, en lui expliquant que très souvent, la sinusite est liée au foie, ça c'est la médecine chinoise, mais simplement retenons que si on garde cette colère en soi, eh bien ça se traduit souvent par des sinusites, ça peut être des eczémas, ça peut être d'autres maladies. Faire le lien entre cette tension importante qu'elle a et les sinusites qu'elle a, comme par hasard, il n'y a aucun hasard, lors de cette période d'avril à juin, a pu permettre à Josette déjà de savoir qu'elle était en colère et que cette colère, n'en faisant rien, eh bien, cette colère bloquée par le mental, parce que c'est le mental qui vient bloquer la colère, eh bien, cette colère va générer des tensions importantes, ces tensions se traduisant par la suite par une sinusite. Et là, on voit quoi? Que le corps de Josette est finalement son meilleur ami. Il vient lui attirer l'attention en lui disant, écoute, tu as une émotion, mais cette émotion, tu n'en fais rien. Bien du même coup, je te présente l'addition qui est 2 points, tu tombes malade. Et comme par hasard, à la même période où il y a énormément de stress et de tension. On voit que le corps, et c'est pour ça que je l'appelle toujours notre meilleur ami, eh bien, indique les choses, d'une façon assez subtile, si vous voulez, mais si on reprend le rôle du mental avec ces 3 caractéristiques, celui qui nous coupe du moment présent, qui nous coupe de nos émotions, en l'occurrence Josette qui est coupée de son émotion de colère, eh bien, va nous indiquer qu'il y a quelque chose à faire. Alors, bien entendu, qu'est-ce que peut faire Josette? Bien mettre en application la méthodologie. Ça veut dire utiliser le premier pilier, déjà se remettre dans le moment présent. Parce que si on n'est pas dans le moment présent, on ne peut même pas ressentir l'émotion puisqu'on n'est pas là. Donc on ne ressent aucune émotion. Se remettre dans le moment présent, accepter le fait qu'elle est en colère, que oui, cette pression, ça l'énerve, ça la contrarie, même si ça fait partie de son travail, mais qu'elle ne fait rien de cette contrariété, du même coup, eh bien, qu'elle bloque tout ça et que tout ceci est mauvais. Reconnaître déjà dans un premier temps qu'elle est énervée, contrariée dans cette période régulièrement dans sa vie. Deuxième chose, d'essayer de ressentir cette colère. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait pour ressentir une colère quand on sait qu'on est? Bien, c'est de revenir peut-être dans un moment où justement son patron l'a un peu brusqué, ou même pas un peu, mais elle a bien brusqué pour qu'elle avance dans un dossier spécifique, et qu'elle s'est sentie en colère en entendant son patron lui parler, qu'évidemment elle n'a rien fait de cette colère, elle n'a rien dit, et de dire ok, je reviens dans ce moment, je ressens et je revis le moment avec mon patron qui me dit cela, et commencer à ressentir dans son corps physique une espèce de boule, de nœud, qui est en fait finalement la colère bloquée depuis des mois, des années, mais qui est toujours là, puisque même si ça date d'il y a 1 an, mettons, eh bien la colère bloquée est toujours là, donc dans son moment présent. De ressentir cette colère pour pouvoir l'exprimer. Comment est-ce qu'on l'exprime? On ne l'exprime pas devant son patron, on ne l'exprime pas devant d'autres personnes, on peut le faire seul, chez soi, en criant dans un oreiller, en criant dans la nature ou en criant dans sa voiture, mais vraiment c'est sortir cette colère, c'est l'exprimer, la vivre. C'est pas simplement y penser, c'est pas non plus d'en parler, c'est vraiment
faire ce que n'importe quel enfant dès la naissance sait faire, c'est-à-dire crier quand il est en colère. Si on parle de colère, pleurer si on est triste, et rire aussi quand on est heureux. En faisant ça, Josette a pu petit à petit recontacter vraiment cette colère, la ressentir pour pouvoir l'exprimer. Ça a pris un certain temps, parce que le mental est très doué pour dire oui, écoute, ça suffit, ça sert à rien, de toute façon, tu es complètement crétine de crier dans ton oreiller, tu vas évidemment déranger les voisins. Bref, il a fallu s'occuper de ce mental, et comment on s'en occupe? Toujours en essayant d'éteindre ce mental, en portant son attention à son corps physique, en portant son attention à son corps sensoriel. Et c'est en faisant cela que Josette a réalisé qu'elle avait en fait une colère énorme, accumulée depuis 10 ans, dans ces périodes pendant lesquelles elle était sous stress et sous tension. En faisant ça, elle en a vu diminuer d'une part la fréquence des sinusites et petit à petit, eh bien, faire que cette sinusite disparaisse complètement. Cette histoire est intéressante parce qu'elle montre finalement l'impact des émotions sur notre état de santé. On a tous des émotions toute la journée. Qu'est-ce qu'on en fait? La plupart du temps, on les garde au fond de soi parce que notre mental est très habitué à nous dire écoute, tu ne vas pas t'énerver pour si peu, ça ne sert à rien, va de l'avant, tu as choisi ton poste dans cette fiduciaire comme Josette, mais assume, et puis tu sais qu'il y a des moments de stress et tout. Non, il y a des moments de stress, bien entendu, mais il y a, dans le cas de Josette, des colères, des énervements, des contrariétés qu'elle ne peut pas passer sous silence parce que son corps, tôt ou tard, va lui faire payer l'addition à travers une maladie qui n'est pas une maladie de fatalité, qui est une maladie que moi j'appelle d'espoir, qu'on appelle dans le cas de Hoche à l'envers de l'ego, une maladie d'espoir. C'est-à-dire, je te donne un message afin que tu puisses remédier à la cause étant cette colère bloquée, afin que les symptômes n'apparaissent plus. Et c'est ce qui s'est passé avec Josette, qui ne souffre plus du tout de sinusite chronique, ni même de sinusite, ou en tout cas très rarement. Prenons un autre cas, c'est le cas de Jean, qui est une personne de 25 ans, qui souffre depuis 1 an de douleurs au niveau du poignet droit, qui de temps en temps enfle, est douloureux. Ça peut être aussi le coude par moment, mais c'est principalement à son poignet droit, avec des œdèmes, avec parfois des rougeurs, des démangeaisons. Il a ça depuis 1 an, constamment. Il est allé évidemment consulter, on lui a donné des anti-inflammatoires, en excluant toute maladie style polyarthrite et autres. Il a à côté de ça une vie absolument sans problème, il n'a pas de problème dans sa vie affective, il n'a aucun problème dans sa vie sociale. C'est un jeune homme qui pratique le sport de façon régulière, mais pas non plus à outrance, mais de façon tout à fait sympathique à son égard. Il n'a aucun autre problème médical à souligner. Mais cette douleur ne disparaît pas malgré la prise d'anti-inflammatoires. Et évidemment, il ne comprend pas ce qui se passe et de quoi il souffre. Il vient me consulter et je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il a une start-up, il dirige une start-up depuis qu'il a fondé il y a 2 ans et ses troubles articulaires sont apparus il y a 1 an à peu près, donc au niveau de son poignet droit principalement. Je lui demande ce qui s'est passé il y a 1 an. Il me dit, écoutez, rien de particulier, moi ma start-up marche bien, j'ai pas de problème. Bon, bien entendu, il y a du stress dans ce travail, mais je dois reconnaître que franchement, c'est une start-up qui marche bien et j'ai pas de souci particulier. Le seul souci que j'ai eu il y a 1 an, c'est comme tout le monde, on s'est retrouvés en arrêt parce qu'on était tous confinés à cause du fameux Covid. Et du même coup, j'ai été aidé par l'État parce que les employés que j'ai
ont pu bénéficier d'un salaire. Mais enfin moi, pendant tout ce temps-là, mon activité s'est vraiment arrêtée. C'est difficile d'aller voir mes clients. Je suis un peu coincé par ce foutu Covid. Je dis, ok, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à justement ce Covid, et surtout par le fait que vous vous êtes retrouvé confiné, puis déconfiné, puis reconfiné, etc. Il me dit, bah ça c'est franchement pas de chance, je commence un peu à en avoir marre parce que ça devient long, c'est quelque chose on n'en voit pas la fin, et franchement c'est un peu désespérant. Je dis non mais moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous ressentez, quelle est l'émotion que vous avez? Une joie, on va peut-être oublier, tristesse. Est-ce que vous êtes aussi en colère éventuellement par le fait que votre activité est diminuée ou devient plus compliquée à cause des conditions dans lesquelles on se retrouve à cause de ce que... Il me dit oui, bon, c'est vrai que ça m'énerve, ça me contrarie et tout. Ok, et ça, vous avez commencé à ressentir cet énervement quand? Il dit, au début du confinement, parce que tout ça nous est tombé dessus brusquement et on s'est retrouvé complètement bloqué à pas savoir comment est-ce qu'on allait aller de l'avant. Alors maintenant ça va mieux parce que j'ai pu m'adapter, j'ai pu faire un peu face à la situation, mais ça reste très pesant. Pesant, ça veut dire quoi? Énervant. Je dis, ok, qu'est-ce que vous avez fait de cet énervement? Il dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je n'en fais rien, je suis bien obligé de le subir. De toute façon, c'est tout le monde. Et puis nous, on est encore des privilégiés par rapport à d'autres qui sont plus fortement confinés. Et puis, bien entendu, qu'il y a un peu la peur de se choper ce Covid. Je dis, ok, alors, à peur, comment est-ce qu'on peut résoudre ça en revenant dans le moment présent? Déjà, numéro 1, donc, essayons de bouger les orteils, d'inspirer, d'expirer, de porter l'attention à son corps physique, de porter l'attention à son corps sensoriel. Est-ce que vous vous sentez mieux? Il me dit non, moi je suis toujours dans le moment présent, mais je suis bien énervé. Je dis ok, qu'est-ce que vous pourriez faire de cet énervement? Tout ça, évidemment, ça va assez vite quand je vous l'explique, ça prend quelques heures tout de même pour sensibiliser Jean du fait qu'il est énervé, et que cet énervement, tant qu'il n'en fait rien, tant qu'il ne le vit pas, va continuer à créer une tension en lui, cette tension pouvant générer ces douleurs articulaires qu'il a au poignet droit. Il me dit non mais moi je vois pas très bien la relation entre mes douleurs au poignet droit et puis cette colère, je bloque. Je lui ai expliqué que dans la médecine chinoise notamment, très souvent, le foie est responsable des colères bloquées et que ce foie a un impact, si vous voulez, sur ses articulations. On va pas développer ça ici, mais ce qui est important de souligner, c'est que Jean a réussi, au bout d'un moment, à reconnaître cet énervement. Ça a été fait assez vite, mais surtout à le ressentir pour pouvoir l'exprimer. Alors bien entendu, ça n'a rien changé à la situation du Covid. Par contre, petit à petit, son poignet droit a désenflé et aujourd'hui, il est complètement guéri de cette inflammation du poignet droit après avoir exprimé la colère qu'il ressentait par rapport à cette situation liée au Covid. Ces deux exemples nous montrent bien, et c'est ça qui est important, que lorsque l'on recherche la cause qui se trouve en amont, toujours en amont, des symptômes qui se présentent après, on va permettre à la personne d'une part de guérir, mais aussi, bien entendu, de prévenir le fait qu'elle retombe malade, puisque l'émotion ayant été vécue, elle n'est plus présente, donc elle ne présente plus la possibilité de créer une tension. Donc on voit bien la relation entre une émotion non vécue, bloquée par le mental, donc par l'ego, et une guérison qui va se faire en débloquant, en exprimant cette émotion. On parle de colère, mais ça pourrait être aussi la tristesse, bien entendu, et
de parvenir, d'une part, à aller mieux, à arrêter de tomber malade constamment, à arrêter de choper tous les rhumes, tout ce qui passe dans notre environnement, et surtout, et principalement aussi, de prévenir l'apparition d'autres maladies. On a cette capacité, tous, chacun d'entre nous, là, en soi, et c'est ce qui est important de souligner. Mais ça veut dire qu'il va falloir aller à l'envers de l'ego. Ça veut dire, première chose, éteindre notre mental afin de se retrouver dans le moment présent, donc faire disparaître les peurs, les tensions liées aux peurs ou éventuellement aux culpabilités, mais savoir que dans le moment présent, nous avons des émotions et que si on se permet de les vivre pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien, parce que c'est ça le but du jeu, eh bien, on a cette capacité de guérir. Donc, souvenons-nous d'une chose, c'est qu'une personne qui est constamment malade, ou qui est très fréquemment malade, eh bien, en fait, c'est une personne dont le corps, qui est son meilleur ami, non pas son pire ennemi, vient lui dire « Eh oh, attention, soit tu n'es pas dans le moment présent, soit tu es dans le moment présent, mais tu as des émotions que tu ne reconnais pas, donc ton mental vient bloquer. Essaye d'éteindre ce mental de façon à pouvoir les vivre, et la suite sera un mieux-être. Et la personne arrêtera d'être constamment malade ou d'attraper tout ce qui passe. C'est une réalité, ça fait des années que je pratique cette médecine-là, avec cette approche de maladie espoir et non pas maladie fatalité, et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'excessivement efficace et qui, et ce n'est pas la moindre des choses, permet à beaucoup de personnes de se passer de la prise de médicaments qui luttent contre le symptôme, mais qui n'ont aucun effet sur la cause, qui, restant à disposition de la personne, évidemment, va faire que la personne va retomber malade. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, ce sont des guérisons qui sont à mettre les épaules de la personne qui en souffre, qui, évidemment, faisant cela, retrouve quelque part une indépendance et retrouve celle qu'elle est, avec toutes ses qualités qui lui permettent de vivre beaucoup plus détendue et en bonne santé.